Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 leçons que j'ai apprises en passant de 0 à 80 clients signés pour mon agence de marketing, de sorte à ce que tu y ailles plus vite que moi. Et signer autant de clients, ça fait joli sur ton dashboard Stripe, mais s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que signer des dizaines de milliers d'euros par mois, c'est bien beau, mais ça sert à rien sans cette toute première leçon. Alors c'était à peu près l'été dernier, je venais de terminer mon meilleur mois, on avait fait je crois 30 000 euros de collectés sur Stripe. J'étais euphorique, je pensais avoir réussi à enfin scaler mon agence, mais le problème, c'est qu'à la fin du mois, quand je vérifie mes comptes, je réalise qu'il me reste 5 000 balles. La question, c'est où étaient passés les 25 000 euros restants. Et en creusant, j'ai découvert que la majorité de mon argent était parti dans des freelanceurs que j'avais recrutés à la dernière minute, dans des logiciels inutilisés ou mal optimisés qui me coûtaient une fortune, et des dépenses de dernière minute pour des choses que j'avais pas bien planifiées. Et j'avais commis l'erreur classique qui était que j'avais confondu revenus encaissés et profit réel. Et la leçon numéro 1, c'est que le critère le plus important pour savoir si ton agence est en bonne santé, c'est la LTGP, Lifetime Gross Profit Value. Donc typiquement, ce que va rapporter un client tout au long de sa vie au sein de ta boîte. Et c'est pas la LTV, la Lifetime Value, parce que la Lifetime Value, c'est seulement le chiffre d'affaires qui sera généré par ton client, alors que la Lifetime Gross Profit Value, c'est le bénéfice qui sera généré par ce client. Eh bien, le scénario A, c'est si tu ne maîtrises pas ta LTGP, c'est ce qui peut t'arriver pour moi. Donc imaginons que tu signes un client à 5 000 balles, tu dépenses 3 500 euros et en fait tes marges sont de 30%. Versus scénario B, tu signes un client toujours à 5 000 balles, tu dépenses seulement 1 000 euros et cette fois ta marge est de 80%. Là je te vois venir, tu vas me dire ok Othman, mais je suis pas débile, je sais faire des additions, j'ai un Google Sheet, j'ai mon business plan, je sais exactement ce que je facture et ce que ça me coûte. Mais quand tu te retrouves dans une phase de scaling où tu commences à signer énormément de clients, tu ne sais plus où donner de la tête, tu commences à recruter, ça peut être très facile de se perdre dans les chiffres. Par exemple, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais des softwares que je payais. Ces softwares me coûtent donc une subscription mensuelle sur 30 jours. Sauf que mon client, lorsque je le signe, peut-être qu'il va mettre un peu de temps à me répondre sur la phase d'onboarding. Et donc, on va perdre une semaine ou deux, ce qui va faire qu'au lieu de 4 semaines de travail, on passe de 4 à 6 semaines. Et là, tout d'un coup, le deuxième mois, je suis facturé à nouveau de la part de ces softwares que j'utilise pour ma delivery. Et peut-être que moi aussi, mes employés, mes freelancers, il y aura de la latence qui fera qu'on va perdre encore une semaine, 10 jours. Et donc au final, au lieu de travailler sur 4 semaines, on aura travaillé par exemple sur 5, 8, 9 semaines. Et donc mes coûts de software seront passés de 1 mois à 3 mois. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avoir une marge à 80% à seulement 15, 20, 30% lorsqu'on scale son agence. Donc mes 3 conseils concrets pour maîtriser ta LTGP, c'est d'abord de calculer ta LTGP précisément dès le premier jour avec une feuille Excel ou un Google Sheet et de calculer immédiatement ton profit par client signé. Deuxièmement, te fixer un objectif clair de marge minimale à respecter. Moi, je vise toujours 50 à 60% minimum de marge nette dans mon entreprise, ce qui veut dire qu'il te faudra, je pense, entre 75 et 80% de LTGP minimum ou plutôt de Gross Profit Margin minimum lorsque tu signes un client. Et ça veut aussi dire que tu vas devoir refuser tous les clients qui sont en dessous de ce seuil, sauf si tu as une stratégie très précise. Par exemple, tu as un client test pour qui tu crées une étude de cas exceptionnelle qui te permettra de signer plus de clients derrière. Et finalement, faire un audit régulier de tes dépenses, c'est hyper important. Moi, j'ai un rappel tous les mois, j'ai un email et un SMS qui m'est envoyé pour me rappeler de faire mes comptes et de voir où est parti mon argent ce mois-ci. La leçon numéro 2, c'est que la solution, c'est pas toujours plus de leads. Il y a une semaine en particulier que je n'oublierai jamais. J'avais booké exactement 18 appels de vente dans mon agenda. Et je m'étais dit, cette semaine, ça va être incroyable, je vais signer plusieurs clients, on va faire exploser le chiffre d'affaires et tout ira bien. Le résultat, c'est que j'ai littéralement signé 0 client. Rien, 0, niet. Littéralement 18 appels pour aucun client signé. Je me souviens très bien de ce moment. J'étais assis devant mon ordi à la fin du dernier appel. J'étais démoralisé. Psychologiquement, c'était horrible. Je commençais à douter de tout. Je me demandais est-ce que j'étais mauvais en vente? Est-ce que mon offre était pertinente? Est-ce que j'avais mal choisi ma niche? Est-ce que je devais revoir mon business? Et c'est à ce moment-là que j'ai compris cette deuxième leçon. Si tu closes régulièrement en dessous de 10 à 15% de tes rendez-vous de vente, remets d'abord en question ton offre et ton positionnement. Souvent, il y a des personnes qui vont avoir un problème de closing et qui vont se dire « Ok, j'ai juste besoin de plus d'appels de vente. » Et oui, c'est vrai, si tu doubles ton nombre d'appels de vente et que tu maintiens ton taux de closing, eh bien, tu vas doubler ton business. Mais en réalité, tu n'es pas en train de fixer le bon problème, la bonne contrainte. Donc, si aujourd'hui, tu te reconnais d'ailleurs dans cette situation et que tu as beaucoup de rendez-vous mais peu de signatures ou que tu aimerais avoir encore plus de rendez-vous et augmenter ton taux de signature, réserve une consultation gratuite en description. On regardera précisément ensemble comment optimiser ton offre et ton process de vente
vente pour te permettre d'atteindre enfin ce fameux cap des 20K, 30K par mois. Mais en tout cas, si tu fais ça de ton côté et que tu as retravaillé ton offre, que ton process de vente est solide et que ton taux de closing commence enfin à monter, il reste une chose essentielle à ajouter pour maximiser ton taux de closing et ton taux de prise de rendez-vous avant d'aller chercher plus de leads et plus de rendez-vous sur ton calendrier. Cette chose, c'est la preuve absolue et irréfutable que tu peux réellement tenir tes promesses et c'est ce qui va vraiment pousser les personnes à booker un call et finalement closer avec toi. Et cette chose, c'est les interviews clients. Et il faut que tu comprennes que ton business n'est qu'une machine à produire des interviews clients. Il y a une question qui revient systématiquement à la fin de chaque appel de vente. Ok, ton approche elle a l'air intéressante, mais est-ce que tu es sûr que ça va marcher pour moi spécifiquement ? Et au début, je faisais comme tout le monde. Je répondais avec des arguments génériques, des promesses ou même des garanties. Mais ce n'était pas suffisant. La seule chose que mes prospects voulaient vraiment à ce moment-là, c'était une preuve réelle, indiscutable, irréfutable que ça allait marcher spécifiquement pour eux. Et c'est comme ça qu'en général, les personnes se disent « Ok, j'ai besoin d'une garantie ». Mais une garantie n'est qu'un pansement pour le réel problème. Et le réel problème, c'est les études de cas que tu n'as pas. C'est les preuves que tu n'as pas du fait que tu aies déjà aidé quelqu'un qui était dans la même situation, dans la même niche à atteindre l'objectif que cette personne souhaite atteindre. Donc, chaque nouvelle interview client que j'ai fait en fait sur ces 2 dernières années a rendu la tâche beaucoup plus simple et la signature du prochain client beaucoup plus simple. Et en fait, c'est un cercle virtueux parce que plus tu as de témoignages clients solides, plus c'est facile d'en obtenir des nouveaux. Parce que step 1, ça va être obtenir des études de cas. Step 2, c'est utiliser ces études de cas pour avoir plus d'appels de vente et donc signer plus de clients et donc avoir de nouvelles études de cas sur ces nouveaux clients qui vont te permettre d'aller signer des nouveaux clients, générer plus de calls, etc., etc. C'est donc un cercle virtueux. Et la seule manière en fait de vaincre définitivement l'objection de ok ça a marché pour ces autres personnes mais est-ce que ça va marcher pour moi, ou les personnes qui vous disent ok mon marché il est différent, ma niche elle est différente, mon cas est spécial, eh bien c'est de leur montrer que ça a marché pour des gens qui sont exactement comme eux et c'est donc la preuve irréfutable. Et le plus difficile c'est toujours d'avoir les 2-3 premières interviews. Et personnellement ça m'a pris du temps et au début c'était même assez frustrant. Mais une fois que c'est fait, le closing est devenu beaucoup plus facile, générer des rendez-vous est devenu beaucoup plus facile et d'ailleurs même les clients qu'on accompagne, les agences qui ont déjà des interviews clients et des résultats, eh bien, ont beaucoup plus de facilité à générer des rendez-vous et à closer des deals lorsqu'elles ont déjà de la preuve sociale. Et donc, mes conseils pratiques pour créer une vraie machine à témoignages clients, c'est de cibler spécifiquement tes premiers témoignages, donc les clients pour qui tu as déjà obtenu des résultats waouh, des résultats vraiment impressionnants, structurer de manière claire tes interviews et les intégrer systématiquement dans ton processus de vente, c'est-à-dire au sein de tes scripts de prospection, sur la thank you page lorsque quelqu'un a booké un call, sur ton site web, les envoyer par email avant le rendez-vous de vente, les ajouter à ton pitch de vente si tu pitches à l'aide d'une présentation PowerPoint ou Google Slide, etc., etc. Mais attention, les témoignages clients ne sont pas les seules choses que tes prospects vont vérifier avant de signer chez toi. Ils vont aussi scruter à la loupe tout ce que tu publies en ligne, c'est-à-dire ton LinkedIn, tes vidéos YouTube, ton site web, etc., etc. D'ailleurs, si tu veux avoir accès à cette présentation que tu vois à l'écran sur cette vidéo YouTube, il y a un lien en description, c'est 100% gratuit pour avoir accès à ce document. La leçon numéro 4, c'est que tes clients analysent tout. Le jour où un simple post LinkedIn a changé ma perspective, je l'oublierai jamais, c'était en 2022. Je donnais un cours à Centrale Supélec pour les étudiants de la filiale entrepreneuriat. Donc Centrale Supélec, c'est une des plus grandes écoles d'ingénierie de France. En fait, le prof d'entrepreneuriat, parce que j'avais fait ces cours à Centrale Supélec, m'a appelé et m'a demandé de revenir, parce que j'avais un business qui avait fonctionné, et d'expliquer aux étudiants comment j'ai fait pour, dès le début, réussir à avoir des rendez-vous et signer des deals. Et donc, j'ai donné le cours, puis sans conviction particulière, j'ai décidé de partager cet événement sur LinkedIn. Donc, j'ai mis une petite photo de moi avec les étudiants et j'ai dit « Ok, je viens de donner un cours à Centrale Supélec, super expérience avec les étudiants. » À cette époque, je ne postais quasiment jamais sur LinkedIn. J'avais très peu d'abonnés, aucune stratégie de personal branding et je pensais sincèrement que ce post n'aurait aucune conséquence. Quelques jours plus tard, j'ai un rendez-vous de vente avec un prospect important. La conversation démarre, puis le prospect me dit: d'ailleurs, Othman, tu sais pourquoi j'ai décidé de prendre un appel de vente avec toi? C'est parce que j'ai vu sur LinkedIn que tu avais donné un cours à Centrale Supélec. Moi aussi, je suis professeur à côté de mon activité et c'est quelque chose qui a résonné en moi. Je me suis dit qu'on avait probablement les mêmes valeurs. Cette personne a reçu un call d'email de ma part.
il s'est donné la peine de me chercher sur Google, il a ouvert ma page LinkedIn, il a même lu mes posts et ça l'a tellement touché qu'il a décidé de booker un call avec moi. Et c'est la toute première fois que j'ai réalisé la puissance de mon contenu sur Internet et qu'en fait le contenu n'est pas juste une façon de générer des leads, mais il est aussi une façon de convertir mes leads. C'est-à-dire convertir les prospects à qui j'ai envoyé des emails, à qui j'ai envoyé des messages de prospection, qui ont vu mes publicités et qui se demandent s'ils devraient prendre un rendez-vous avec moi, même pas s'ils devraient travailler avec moi et me payer. À ce moment, je suis resté bouche bée. Et c'est ce jour-là que j'ai compris la 4e leçon essentielle. Tout ce que tu publies en ligne, même quand tu pars de zéro, compte aux yeux des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est qui? C'est tes futurs clients. Donc même si là, tu penses que poster du contenu, ça sert à rien, ça sert à quelque chose parce que les gens qui vont peut-être te payer, eux, vont regarder ton contenu. Et pourquoi cette leçon est absolument cruciale pour ton business? Parce que voici ce que tes prospects font systématiquement avant de décider de travailler avec toi, surtout s'ils envisagent d'investir des sommes importantes, genre 3 000, 5 000, 10 000 balles si tu vends des offres high ticket. Si, comme moi, tu as plusieurs endroits où tu crées du contenu, une newsletter, un groupe school, YouTube, Instagram, LinkedIn, eh bien en fait tes prospects, tu peux même plus les attribuer à une seule plateforme. Tu leur envoies peut-être un cold email à ce niveau et depuis le cold email, ils décideront d'aller sur YouTube, puis de passer par LinkedIn, puis ils s'abonneront à ta newsletter, ils consommeront ton contenu school, puis ils regarderont ton Insta et finalement ils décideront un jour de booker un call avec toi. Et donc toi, d'un point de vue concret, ce que tu dois absolument faire, même si tu pars de zéro, c'est déjà optimiser de manière performante ton profil LinkedIn et ça tu dois le faire immédiatement si tu fais de la prospection, même par téléphone, même par cold email. Imagine que tu es quelqu'un qui est en train d'essayer de convaincre son boss de bosser avec toi, c'était une agence de marketing et que tu fais par exemple des Facebook Ads. Cette personne doit convaincre les collaborateurs que tu es quelqu'un de sérieux, que ta boîte est sérieuse. Et donc, ils vont montrer ton profil, ils vont montrer ton site web, ils vont montrer tes études de cas. Et c'est ces choses-là qui vont parler pour toi lorsque tu ne seras pas dans ces salles-là avec les différents interlocuteurs. Il va falloir créer au moins une vitrine en ligne qui est claire, même ultra simple. En général, une simple landing page avec tes études de cas et un VSL, ça fera l'affaire. Et finalement, n'hésite jamais à partager tes petites réussites et tes valeurs en ligne sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram. On sait jamais qui est-ce qui consomera ce contenu. Ensuite, tu dois sûrement te dire, ok Otman, tout ça c'est cool, mais maintenant concrètement, comment je fais pour attirer plus de clients? Si tu as signé 80 clients, c'est que tu dois sûrement en savoir une chose ou deux sur l'acquisition. Et donc ça m'amène à la leçon suivante, la leçon numéro 4, qui est, il va falloir focus sur un seul canal à la fois. En fait, aujourd'hui, notre système d'acquisition, il est très complet. On fait de l'outbound, donc du cold email, de la prospection, on utilise des agents IA pour prospecter à notre place, on a un setter qui est en place sur LinkedIn, sur notre groupe school, au téléphone. On fait de l'inbound, donc on a des contenus sur YouTube comme cette vidéo que tu es en train de regarder, on a du contenu sur LinkedIn, on a une newsletter, etc. Et on a une équipe dédiée, structurée et entraînée qui s'occupe de chaque partie du process. Mais laisse-moi être extrêmement clair. Je n'ai pas toujours eu toutes ces choses en place. Je n'ai jamais eu, en fait, ou plutôt je n'ai pas eu au début, tout ce système que tu vois à l'écran qui correspond à notre système d'acquisition aujourd'hui chez Scalemetrics. Quand j'ai commencé, j'étais partout à la fois, mais nulle part efficacement. J'ai essayé de lancer mes campagnes de cold email pendant quelques semaines, puis j'arrêtais pour publier des vidéos YouTube. Ensuite, je postais 2-3 vidéos sur YouTube, je voyais pas de résultats immédiats, donc je me mettais à poster sur LinkedIn. Et puis quand je voulais toujours accélérer, je lançais en parallèle quelques campagnes de publicité sur Facebook. Et en fait, j'étais dans cet engrenage de tout le temps vouloir tester la nouvelle chose, ce nouveau shiny object, l'objet brillant, et il n'y avait rien qui se passait correctement. Et en fait, aucun canal n'était maîtrisé, rien n'était structuré et surtout les résultats étaient extrêmement moyens partout. Et un jour, après avoir gaspillé plusieurs mois, beaucoup d'énergie et pas mal d'argent, j'ai enfin compris le principe fondamental que tu ne peux pas réussir efficacement sur plusieurs canaux en même temps si tu ne les maîtrises pas d'abord un par un. Et donc, il va falloir maîtriser un canal à la fois parce que ça va te permettre d'apprendre beaucoup plus vite, d'obtenir des résultats bien plus solides et une fois que tu le maîtrises réellement, tu pourras créer des systèmes clairs, reproductibles et surtout délégables pour pouvoir te retirer et construire le prochain canal d'acquisition. Et pour moi, mon premier canal, c'était le cold email. Et après avoir pris cette décision, j'ai choisi en fait de me lancer à fond dans le cold email. J'avais payé $12 000, même 12 800 $ je crois, aux US, un programme de coaching sur 6 mois pour vraiment monter en compétence sur la partie cold email. Et en fait, j'ai appris à créer des listes ultra ciblées et très qualitatives. J'ai appris à écrire des scripts personnalisés à l'aide de l'intelligence artificielle et j'ai appris à mettre en place des systèmes automatisés, clairs et ultra efficaces. Et je suis passé d'avoir quelques rendez-vous éparpillés tous les mois à une moyenne stable de 15 à 20 rendez-vous qualifiés par mois exclusivement avec le canal de cold email.
Donc si tu regardes cette vidéo et que tu galères à générer plus d'une dizaine, quinzaine de rendez-vous par mois, je te recommande de choisir un canal aligné avec ta cible. Pour du B2B, commence par du cold email ou de la prospection manuelle. Pour du coaching ou du service high ticket, peut-être que du contenu sur YouTube pourrait être intéressant pour toi. Maîtrise le sujet jusqu'à que tu obtiennes des résultats prévisibles. Ça va te prendre probablement 2, 3, 4 mois avant d'arriver à ce stade et optimise ton approche chaque semaine en testant, mesurant et en ajustant. Finalement, crée un process clair et délègue avant d'ajouter un second canal. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Les mots process, SOP, etc., ça peut vous faire peur, mais c'est vraiment pas compliqué. On fait toujours ça avec nos clients. À chaque fois que je leur dis créer un SOP, ils sont en mode putain, man, ça m'a l'air beaucoup trop compliqué. Et quand je leur envoie un exemple de SOP, ils sont en mode ah, ok, c'est tout, c'est juste ça un SOP. Je leur dis oui. Et en fait, en 20 minutes, c'est plié. Et chaque micro-tâche, chaque micro-step de ton process peut être construit sous forme de SOP avec une vidéo Loom, des steps hyper précis à l'écrit que tu vas pouvoir ensuite donner à quelqu'un que tu recruteras pour déléguer cette partie du process. Leçon suivante, c'est que le marché évolue et tes offres évoluent aussi. En fait, quand j'ai démarré dans l'acquisition client, mon offre, elle était simple. Je vendais directement des rendez-vous qualifiés par cold email à la performance. Et à l'époque, c'était totalement nouveau. Je pense sincèrement que j'étais l'une des premières agences spécialisées en cold email en France. Il y en avait probablement avant moi, mais on n'était pas beaucoup. Et par contre, j'étais l'un des premiers sur YouTube à parler du cold email. Et chaque appel de vente, ça se passait de la même façon. On me disait, putain, c'est génial, j'ai jamais entendu parler de ça. Mon offre, ton offre, elle est différenciante, elle est innovante, c'est différent, etc. Et donc, je closais facilement sans jamais avoir à négocier. Bref, pendant plusieurs mois, tout allait extrêmement bien. Et petit à petit, j'ai vu mon marché évoluer sous mes yeux. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer des changements subtils mais importants. De plus en plus d'agences et de freelance ont commencé à vendre exactement les mêmes services. Ils ont commencé à vendre des rendez-vous qualifiés, du cold emailing. Il y a eu des dizaines d'outils qui ont fait leur apparition pour simplifier la tâche et de plus en plus de contenu a commencé à apparaître sur YouTube, LinkedIn, etc. Et je suis passé très vite d'une offre ultra différenciante à une offre totalement banalisée, devenue presque une commodité. Et c'est là que j'ai compris une vérité fondamentale, c'est que tes offres doivent absolument évoluer régulièrement si tu veux rester pertinent sur ton marché. En général, moi, je fais évoluer mes offres 2-3 fois par an. Pourquoi c'est indispensable de constamment adapter tes offres? Et attention, quand je dis adapter et faire évoluer ton offre, je ne suis pas en train de dire de revoir ton business de zéro. Je ne suis pas en train de dire qu'on est passé de parler du cold email à dire ok maintenant c'est plus le cold email, c'est le cold calling. C'est toujours les mêmes mécanismes, mais c'est l'offre qui va évoluer en fonction du niveau de sophistication de mon marché. Donc, en général, la sophistication du marché augmente rapidement quand une méthode fonctionne bien. Parce qu'il y a les premiers acteurs, comme moi à l'époque, qui capturent facilement de l'attention, du résultat. Les gens de l'extérieur, ils se disent wow, « ça a l'air sympa, ils font de l'argent là-bas, il faudrait que je fasse la même chose ». Ensuite, le marché se sature très vite, les gens se lancent, tout le monde commence à faire de la compétition sur le prix et sur les promesses. Donc, il y a quelqu'un qui te garantit 10 rendez-vous, puis 20, puis 50, puis 10 clients signés, puis on passe de le faire pour 3 000 euros, puis 2 000, puis tu as un freelanceur qui le fait à 500 balles et c'est là que les gens en appel de vente te disent ouais mais j'ai déjà testé tout ça, tout le monde fait pareil, pourquoi c'est toi qu'il faudrait que je paye plutôt que ta concurrence? Donc mes conseils pratiques, c'est reste constamment à l'écoute de ton marché. Note systématiquement les nouvelles objections ou les remarques récurrentes que tu entends en appel de vente. Si les prospects commencent à te dire tout le monde fait ça ou pourquoi tu es différent, tu es déjà dans la mouise et donc il va falloir revoir ton pitch et ton positionnement. Deuxièmement, incorpore régulièrement de nouveaux éléments différenciateurs. Par exemple des technologies innovantes comme l'IA ou des outils exclusifs ou teste de nouvelles approches sur des échantillons réduits de prospects pour voir qu'est-ce qui accroche dans ton marché et qu'est-ce qui leur parle. Et finalement, fais évoluer clairement ton pitch commercial parce que ton pitch doit refléter clairement le niveau de sophistication de ton marché. Tu dois clairement exprimer en quoi tu es différent aujourd'hui et pourquoi tu n'es plus comparable aux autres offres que les autres prospects, que tes prospects ont déjà vues auparavant. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué et qui ne change jamais. En fait, même dans un marché ultra sophistiqué comme celui-ci, peu importe à quel point ton offre évolue, peu importe combien tes concurrents copient ce que tu fais, il existe un élément encore plus puissant que tout ce que tu peux proposer et que beaucoup en fait se disent cet élément-là, c'est quoi? C'est une garantie solide. C'est toujours dire
ok, si t'as pas des résultats, on te rembourse. Si t'as pas ceci, tu payes pas. Mais en vrai, la chose que j'ai réalisée, c'est que la social proof est plus importante que la garantie. Et ça a été une des leçons les plus contre-intuitives que j'ai apprises. Parce que quand j'ai commencé à vendre mes services, je pensais sincèrement que la meilleure façon de convaincre un client hésitant, c'était de lui offrir une garantie financière solide. Et à première vue, ça paraît logique. Mais très rapidement, j'ai réalisé un truc. Les clients, ils veulent pas récupérer leur argent. Ce qu'ils veulent, c'est être sûr d'obtenir les résultats que tu leur promets. Parce que si ton client, il te paye pour la chose que tu es en train de faire, c'est qu'il en a vraiment besoin. Il a un besoin clair, il a un problème qu'il souhaite régler. Et la vérité, c'est qu'il veut régler son problème. Et honnêtement, si tu parles à des personnes qui sont riches, donc en fait des clients que tu as envie d'avoir, des boîtes qui sont développées, qui ont de l'argent, honnêtement, tu n'as pas envie de bosser avec des clients qui n'ont pas d'argent, c'est les pires clients au monde, eh bien, la preuve sociale réelle sera toujours infiniment plus puissante qu'une simple garantie financière, parce qu'elle apporte la chose la plus importante que tes prospects recherchent vraiment, de la certitude. Le mot certitude, c'est le mot le plus important en vente et en marketing. Et by the way, si tu as une agence de marketing et que tu veux atteindre les 20 à 30 cas par mois avec ton agence, comme on a aidé plus de 80 agences avant toi à faire, eh bien, je t'invite à réserver ta consultation gratuite directement via le lien en dessous de cette vidéo. C'est 100% gratuit, on va t'aider à y voir plus clair, on va te donner une roadmap claire pour aller chercher les 20 à 30 cas par mois. Et si ça te plaît, ben, pourquoi pas bosser ensemble, sinon tu pourras juste prendre ces infos et les appliquer par toi-même. Sinon, j'ai fait une vidéo qui explique clairement mon système d'acquisition pour 2025 de A à Z qui va me permettre de signer plus de 200 clients. Je t'invite à cliquer dessus si tu veux la regarder. C'était Othman et à la semaine prochaine.